Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Ça continue à être un débat, même si la pandémie est plus loin derrière nous, mais le télétravail, puis beaucoup de télétravail, un peu de télétravail, et même dans les joueurs les plus géants. Oui, effectivement, c'est Amazon là, qui, évidemment, a émis une politique qui oblige les employés à revenir au bureau. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ceux et celles qui n'acceptent pas cette nouvelle directive s'exposent à être renvoyés, entre guillemets, selon Amazon, avec cause. Et c'est quand même intéressant, Mario, comme phénomène, parce qu'évidemment, on va certainement voir là, dans les prochains mois plusieurs entreprises, s'ils ne l'ont pas déjà fait, inciter ou voire même obliger de manière plus précise à ce que les gens reviennent au bureau. Et éventuellement, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit tactique là, dans tout ça, c'est-à-dire qu'on on prend cette décision-là, évidemment pas très populaire auprès de certains employés, et on en profite pour ceux et celles qui ne s'y plient pas pour faire des licenciements parce qu'on a déguisés. trop de monde. Mais tu comprends? Puis c'est beaucoup plus acceptable quand c'est... Enfin, objectivement, non, là, mais médiatiquement, on va dire, c'est beaucoup plus acceptable quand tu licencies quelqu'un qui ne se conforme pas à la politique de l'employeur que de dire on va faire un plan massif de mise à pied là, parce que ça va mal, etc. Tu dis, ben là, je te licencie avec cause. Et en plus, il y a un gain économique, Mario. Licencier quelqu'un avec cause, là, je ne suis pas au détail de toutes les réglementations étatiques, mais possiblement que ça coûte pas mal moins cher que de faire un plan de licenciement où il faut que tu payes des indemnités puis des mois de travail, etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans, je pense, là, qui va continuer d'être parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une majorité d'employeurs qui sont enclins à poursuivre, pas le télétravail à 100% comme pendant la pandémie, un mix, une combinaison, le vendredi en télétravail. Le lundi en télétravail. Ouais, genre là. Un 2-3 jours par semaine au bureau, un 2-3 jours par semaine. C'est ça, l'espèce de hybride, le moitié-moitié. Mais effectivement, comme je l'ai dit, Mario, ce que je pressens là-dedans, c'est que ça se pourrait que des entreprises comme Amazon, qui ont peut-être un peu trop d'employés, qui veulent pas payer trop d'indemnités, utilisent le prétexte du télétravail, un peu comme un guet-apens, en fait, pour leurs employés. Mais c'est parce que toi, tu dis qu'ils vont pouvoir les congédier avec cause, ouais. Mais tu pourrais aussi avoir des gens qui disent « Ah ben moi, c'est pas vrai, là, je veux plus revivre ça, puis je démissionne. » Je démissionne, je me cherche une autre job ailleurs, la personne part d'elle-même, puis t'as le même effet dans le sens que t'as... Et la question, c'est est-ce que c'est les meilleurs ou les moins bons qui vont partir? Puis évidemment, dans le contexte dans le contexte de la main-d'œuvre actuelle, Mario, est-ce que les entreprises peuvent vraiment se priver de ces employés-là? C'est un peu la note qu'on entend le plus souvent quand on parle d'un rappel massif là, au bureau. C'est à savoir, est-ce que, justement, s'il y a des gens qui refusent ces directives-là, puis comme tu dis, qui démissionnent, est-ce que c'est les bons, ou est-ce que c'est les moins bons? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. J'ai pas de mesures ou de données précises là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant, puis ça fait écho à des conversations que j'ai eues récemment, que peut-être qu'on va voir d'autres organisations utiliser ce stratagème-là pour se dégraisser à faible coût, finalement. Sortie publique du nouveau patron là, du train à grande fréquence. Une sortie, comme on en a rarement entendu, anti-TGV. Anti-TGV, c'est... on verrait pas ça. Je vais prendre ça avec des pincettes quand même. C'est d'ailleurs le nouveau patron, c'est Martin Imblot, qu'on a connu comme étant le PDG du Port de Montréal. Donc déjà, on le salue, on l'accueille. Mais lui, il est rendu au CN. Il est rendu chez Via Rail. Via Rail qui a créé une filiale. C'est un peu particulier. Hein? Via Rail, c'est une société, là, une ex-société de la Couronne, dans le fond, qui maintenant a créé cette entité incorporée séparément qui s'appelle Via TGF, pour train grande fréquence. C'est de ça dont il est le PDG de ça, là, donc avec plusieurs dizaines d'employés pour l'instant. Et donc, l'objectif de Via TGF, c'est de construire un train rapide Québec-Toronto. Et donc là, c'est toute la question de la rapidité, Mario. Mais un train rapide, mais où tu économiserais à peu près par rapport à l'automobile 20 minutes, là. Entre Québec et Montréal, honnêtement... Personnellement, ça m'inciterait pas nécessairement à prendre le train, sauf s'ils finissent par mettre le Wi-Fi de qualité, peut-être. Mais pour mes amis du Québec là, qui viennent régulièrement à Montréal et que je salue d'ailleurs, la question du Wi-Fi, puis la question justement de la durée est un peu un obstacle. Qui plus est, Mario, actuellement, l'enjeu double, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de départs chaque jour. Donc, si t'es quelqu'un qui veut partir et arriver à telle heure, souvent... Mais ça, la grande fréquence, c'est le concept. C'est qu'il en part tout le temps. Il en part tout le temps. Puis l'autre affaire, c'est que tu ne partages pas les... C'est
le deuxième truc, tu ne partages pas les rails avec le CN, donc avec le transport de marchandises. Donc, tu es pas mal certain d'arriver à l'heure. T'sais. Alors qu'actuellement, Via Rail, c'est vraiment, c'est presque une blague. Tu es certain de ne pas arriver à l'heure parce qu'il y a toujours un train de marchandises, il y a toujours des obstacles, etc. Moi, je suis allé souvent à Toronto avec le train. Des fois, ça prenait 7 heures. Ça avait comme aucun maudit rapport. Ça aurait été plus vite d'aller à la bicyclette, des fois. Bref, tout ça pour dire, Martin Blot donc, commence à faire quelques sorties. Et ce que tu dis est à moitié vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu plusieurs chroniqueurs, experts, etc., qui se sont dit récemment, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de TGV au Canada ou dans le sud-est des États-Unis et du Canada. C'est la norme partout au monde. Évidemment, les Chinois ont fait un rattrapage fulgurant par rapport aux Européens. Les Européens mènent le bal depuis déjà plusieurs décennies là-dessus. Chez nous, on n'est pas foutu d'avoir... Au Canada, il n'y a pas un bout de TGV. TGV. Et donc, ce que répond Martin Blot, que je trouve qui n'est pas tout à fait con, c'est de dire essentiellement, on a deux problèmes. Le problème, évidemment, c'est, construire un TGV, c'est beaucoup plus cher que de construire ce TGF, ce fameux TGF. Pourquoi? Parce que pour aller à 500 km/h là, et plus, il faut que tu aies des lignes là, vraiment droites avec des ponts. Il faut que ça s'arrête jamais. Là, tu peux pas traverser une route. Là, tu comprends? Avec des petits ding-ding-ding. À 500 km/h, là, quand tu frappes une Honda Civic arrêtée sur les rails, il n'y a plus de Honda Civic après. Puis c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment un corridor absolument dédié. Puis c'est exponentiel le coût. L'autre enjeu, évidemment, c'est que le problème qu'on a dans les villes, Toronto, Québec, Montréal, c'est l'enjeu de sortir de la ville. Donc, on n'a pas actuellement à proximité des gares, on n'a pas des systèmes particulièrement efficaces pour sortir le train. Donc, même si ça allait à 500 sur ce tronçon-là, on va quand même perdre un 20-30 minutes au départ puis un 20-30 minutes à l'arrivée. Donc, oui, tu vas sauver quelques minutes entre les deux, mais ça justifie pas donc le coût. Donc, ce qu'il nous dit, Martin Blot, c'est qu'en fait, le TGF, grande fréquence, et encore une fois, avec des voies dédiées, on peut quand même espérer qu'il roule à 220-230 km/h. Donc, ce qui est quand même pas... C'est pas TGV là, au sens absolu du terme, mais c'est quand même très rapide. Et donc, tu sais, sur le segment Québec-Montréal, pour moi, comme je te dis, c'est pas un game changer, mais pour aller à Toronto, en 3 heures, 3 heures et demie, ça commence à être pas mal. Lui, il promet ça, là. C'est l'intention. Parce là, que c'était pas ça, les chiffres sur le TGF. Là, c'est ce qui est avancé dans les médias suite à cette sortie. C'était plus 5 heures. Tu sais, en auto, on dit c'est 5h10, puis là, c'était 5h moins 10, genre, en train. Exactement. Donc, comme je te dis, j'ai pas audité sa proposition, mais c'est la sortie qu'il fait ces jours-ci. Puis donc, comme je te dis, en 3h30, Mario, tu sais, je compare juste parce que je suis assez allé souvent en avion à Toronto, tu sais, se rendre à l'aéroport, passer la sécurité, attendre, tu sais, arriver 15-20 minutes d'avance, attendre ton truc, etc. L'avion, ça te prend facilement 3-4 heures, là, tu sais, te rendre. Puis c'est quand même un peu plus stressant, puis il y a des annulations, etc. Alors que cette idée du train à grande fréquence, assez rapide, en 3h30, moi, ça serait personnellement ma solution de prédilection. Encore faut-il le faire. Donc là, le projet, évidemment, avance à pas de tortue depuis plusieurs années déjà. Je me rappelle, en 2016-2017, on entendait parler du TGF. Donc là, je pense que Martin Blot, c'est un leader qui a fait ses preuves chez Énergir au port de Montréal, à voir s'il va réussir à donner un petit coup là, dans la ruche puis de faire accélérer la réalisation de ça. Mais encore une fois, on lui souhaite bonne chance à suivre. Et finalement, Post Canada qui est visé par des accusations d'avoir vendu essentiellement nos données personnelles. Oui, écoute, c'est une situation un peu bizarre. Bon, déjà, il y a eu le commissaire à la protection de la vie privée qui a dévoilé au début de l'année, Mario, que Post Canada vendait les informations personnelles des Canadiens. Bon, ça, c'est pas très chic. Ça mérite un bon coup de bâton sur les doigts. Et puis, évidemment, probablement un petit ménage là, du point de vue, puisque chez Post Canada, il y a une direction des technologies, puis il y a une direction du marketing, puis une direction, idéalement, de la protection de la vie privée. C'est inacceptable, on va se le dire comme ça. Surtout là, avec des nouvelles lois là, qui entrent en jeu en fonction. Ouais, mais surtout une période, on commence à être sensible à ça passablement, là. Exactement, voilà. Donc, je pensais en Europe, ça fait plusieurs années là, avec le règlement général sur la protection des données. Au Canada, on y arrive à l'instant, mais justement, c'est dans l'air du temps. Et donc, ce qui est un peu particulier pour moi, Mario, c'est donc ce qu'on apprend aujourd'hui là, par la plume de notre collègue Julien McEvoy dans le Journal de Montréal, c'est qu'il y a un recours collectif qui a été intenté donc au nom des Canadiens, là, parce que tôt ou tard, on est tous un peu fichés par Post Canada. Là, on est tous clients. Là. Et ce que je comprends pas, dans le fond, là, Mario, c'est que là, il y a ce recours qui est intenté.
2021, un recours de 2,5 milliards de dollars, qui est comme pas du petit argent. C'est hautement punitif, là, je veux dire. Puis, ce qui est un peu bizarre, c'est que là, tu sais, nous sommes tous égaux là, face à Post Canada. Là, c'est notre service national de poste. Mettons qu'ils sont coupables, là, l'argent, il va nous revenir, mais c'est à nous. C'est qui va le payer? C'est nous, Post Canada. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu comme, je trouve ça un peu particulier, tu sais, comme logique. Mettons, quand tu poursuis une entreprise, ben là, il y a un vice. C'est son argent privé. C'est son argent à elle, c'est les actionnaires, il y a une culpabilité. Mais là, quand c'est une société purement publique, puis surtout, tu sais, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ça va finir. Là, je suis pas un expert juridique, faudrait demander à. Non, c'est une société dont nous sommes tous actionnaires qui nous verse tous un petit montant d'argent. Est-ce que si toi, t'as acheté 128 timbres l'année passée, tu vas avoir plus de ces 2 milliards-là que moi, Mario, qui en a acheté 58 timbres? Tu sais, je comprends pas vraiment comment l'argent va être distribué, sinon que au prorata des citoyens canadiens. Donc, ultimement, tu vas sortir de l'argent d'une poche, c'est pour ça que... tu vas le ramener dans une autre poche. Puis, entre-temps, il y a des avocats qui vont se gratter la patte. Il y a le système des tribunaux qui va être occupé. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas, dans un cas comme ça, davantage viser à faire payer les individus? Dire, regarde, là, t'as un poste dans une société du secteur public, puis t'as pas fait ta job. Exactement. Puis donc, encore une fois, je suis un petit peu surpris par ce recours-là. Encore une fois, je pense qu'il y a une punition à la limite à inscrire, mais je pense que la voie actuellement des tribunaux via un recours collectif est un peu particulier. Écoute, je serais ravi d'entendre l'argument contraire, mais je comprends pas vraiment, en termes de flux financiers, comment ça va satisfaire qui que ce soit. Sinon, en appauvrissant une société qui est financée par nos deniers, qui va nous revenir dans nos poches avec tout plein de paperasse entre les deux. J'imagine qu'il va falloir écrire une lettre ou remplir un formulaire pour avoir ton 2 piastres et quart. Là, fait que c'est un peu bizarre à la fin comme manière de faire. Bref, on va suivre ça avec plus grand intérêt parce que ça pourrait être symbolique. Par-delà l'aspect financier, là, qu'une société aussi importante que Post Canada se voit condamnée à la hauteur d'un montant comme celui-là pour une pratique de vente de données privées, ça pourrait devenir comme une espèce de jurisprudence là, pour d'autres acteurs, puis éventuellement des acteurs privés, là, justement. Non, mais c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Parce qu'on se plaint tous de ça, on est tous inquiets de la gestion de nos données privées. Puis là, tout à coup, c'est une société d'État. Oui, mais tu sais, ce qu'on fait valoir certains experts, c'est qu'ils ont une base de données fabuleuse. Ah ouais. Ils ont toutes les maisons du Canada dans je comprends. Ça, je le comprends. Mark Zuckerberg rêve d'acheter Post Canada demain matin. Merci, Francis. À demain.